Cette semaine, l'aide financière aux études, les entrepreneurs étudiants et votre relation avec l'argent. Bienvenue à Parler d'argent, c'est pas stressant. Cette semaine, on discute d'aide financière aux études. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tous les étudiants et comment faire une demande? Vous ferez également la rencontre d'une de nos chroniqueuses, Isabelle Lévesque, qui vous parlera de votre relation avec l'argent. Et on termine comme à l'habitude avec un appel à l'entrepreneuriat en recevant l'Association des clubs entrepreneurs étudiants. Êtes-vous prêts à parler d'argent? Parce que ça commence maintenant. As-tu fait une demande à l'aide financière aux études? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de sous pour mes études. Puis comme j'ai déjà un bac, je suis considérée comme autonome là, en ce moment. Oui, la première session, mais après ça, j'ai commencé à travailler, fait que j'en ai pas eu de besoin par la suite. Non. Pourquoi? Parce que je travaille, puis j'ai quand même des bonnes conditions, j'ai un bon salaire. Je n'avais pas de besoin, mes parents m'ont aidé à payer, puis ils ont été très gentils. Si j'en ai besoin, je vais en faire une parce que je pense que c'est important de plus se concentrer sur l'école que travailler, mettons, 25 heures semaine avec l'université. Notre première invitée est Michelle Teasdale, conseiller aux communications à l'Université du Québec à Rimouski, pavillon de Lévis, bien entendu. Monsieur Teasdale, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation, Mme Spear. Bien, ça nous fait tout à fait plaisir. En fait, c'était même pas vous qui étiez supposé d'être là à la base, c'était Monsieur Dubé. Présentement, il est très occupé. Monsieur Dubé, comment ça? Tout à fait. Il offre des services aux étudiants ou aux étudiantes pour toutes les mesures d'aide financière aux études, aux bourses de soutien financier qu'on offre. Donc, vraiment, toute l'équipe est dédiée à l'heure actuelle pour répondre aux besoins des étudiants. Fait qu'en ce moment, c'est une grosse période pour faire des demandes d'aide financière aux études. Absolument. C'est sûr qu'habituellement, tous les projets d'études demandent une évaluation des engagements financiers que ça requiert. Donc, on est là, vraiment, l'équipe de responsables d'aide financière sont là pour accompagner les étudiants et les étudiantes dans leur démarche pour ce faire. Puis les étudiants, les étudiantes, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment tous les étudiants qui peuvent faire des demandes? Est-ce qu'il y a des prérequis? Tout étudiant, en fait, à temps complet peut faire une demande en prêt et en bourse pour des études à temps complet. Sinon, en situation particulière aussi, ou ceux qui ont, par exemple, des 1 ou des enfants à charge. Donc, ça prend, par exemple, pour les étudiants qui sont à temps partiel, ça prend un minimum de 6 crédits universitaires pour ce faire. Puis 6 crédits universitaires, ça, c'est combien de cours? Ça représente en fait 6 crédits universitaires. Un crédit, c'est 15 heures de cours. OK. Donc, on a 3 crédits, ça équivaut à 3 heures par semaine, donc pendant 15 semaines. Donc, généralement, là, c'est 4 à 5 cours au premier cycle pour être à temps plein à l'université. OK. Donc, qu'on soit temps partiel ou temps plein, on peut faire une demande. Vous m'avez parlé d'accompagnement. Oui. C'est quoi cet accompagnement-là? Là, vous êtes pour l'UQAR, mais est-ce que chaque université a un bureau d'aide financière? En fait, chaque université offre différents services. Nous, à l'UQAR, évidemment, ce qu'on offre, c'est vraiment un service qui est personnalisé, encadré pour les étudiants. Et on offre vraiment la possibilité aux étudiants de les accompagner dans leur dépôt au programme d'aide financière aux études. On offre également la possibilité pour les étudiants d'évaluer les sources disponibles, par exemple, de financement pour un retour aux études ou obtenir une bourse de soutien financier ou encore identifier des pistes de solutions qui peuvent être mises en place pour les étudiants qui éprouvent des difficultés pendant certaines périodes temporaires pour leurs études. Fait que là, vous m'avez parlé des accompagnés pour la demande d'aide financière, mais aussi dans la recherche de bourse. Ça, c'est parce qu'il y a le programme gouvernemental d'aide financière, mais il y a aussi des programmes privés à l'université. C'est deux choses différentes. Exactement. Puis vous accompagnez dans les deux. C'est deux choses distinctes. En fait, on offre un accompagnement qui est personnalisé. Donc, on répond aux questions de chacun et chacune des étudiants. Donc, pour nous, là, une question, c'est une réponse. On est là vraiment pour les aider à bien démystifier les différents programmes qui sont offerts
Et évidemment, il y a des bourses de soutien qu'on offre à l'UQAR également. On a, par exemple, des bourses de soutien financier. On a des bourses à l'excellence également pour certains programmes d'études. Et c'est vraiment, par exemple, on a eu, dans le cadre de la pandémie, tout un fonds d'aide d'urgence qui a été mis en place. Donc, c'est plus d'1 demi-million qui a été amassé grâce à la générosité de nos partenaires et de nos donateurs. Donc, ça a fait une grande différence pour les étudiants et les étudiantes. Mais c'est excellent. Et puis, ce 1,2 million-là, est-ce qu'il a été remis tout dans les poches des étudiants ou ça a pu être également investi dans des aménagements pour l'université ou autre? Ça a été... c'est un demi-million qui a été offert. Je suis désolé. C'est un demi-million qui a été offert pour le fonds d'aide aux étudiants et aux étudiantes. Donc, c'est vraiment pour les aider dans cette période difficile qui a été la COVID. Et puis là, dans le fond, on est très, très heureux là, de cette mobilisation-là qui s'est mise en place. Donc, on peut faire une demande pour avoir de l'aide de ce fonds d'urgence-là. Un fonds d'urgence, c'est bien important. Pas seulement quand on est une université, là, pour tout particulier. Sinon, je vous demanderais également de parler un peu, là, vous avez parlé de situation spéciale. En fait, on n'a pas seulement besoin des fois d'aide financière parce qu'on est en détresse financière. Ça peut être tout simplement parce qu'on veut se concentrer sur nos études. Est-ce que vous pourriez me dire un peu c'est quoi le profil d'un étudiant qui pourrait demander de l'aide financière? Oui, bien en fait, ça peut être, par exemple, dans un retour aux études. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça, dans le fond, l'étudiant ou l'étudiante qui souhaite retourner aux études, il peut prévoir idéalement, il faut qu'il prévoie 1 an à l'avance son projet d'études. C'est bon, ça. Donc, il faut vraiment, là, si on a un projet d'études, on rencontre le conseiller et on peut se faire accompagner là-dedans parce que les situations financières peuvent changer, parce qu'il y a différents coûts qui sont reliés aux études. Évidemment, oui, il y a les frais de scolarité, mais il y a également les frais de subsistance pendant son projet d'études. Donc, notre équipe de conseillers est vraiment là pour répondre à leurs questions et les préparer dans ce projet d'études-là. OK, bien c'est bon à savoir. Donc, on se prévoit 1 an d'avance, puis on peut aller rencontrer les conseillers de l'institution où on veut étudier, même si on n'est pas encore inscrit. Exactement. Excellent. Donc, on peut... En fait, ce qui se passe aussi, c'est que la rencontre est très brève. Hein? C'est 45 minutes à 1 heure qu'il faut prévoir. Et puis, dans le fond, pour envisager un projet de retour aux études, c'est un projet fascinant, un projet de vie qui est important. Puis, ça peut amener les étudiants vraiment à faire une belle carrière. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'une rencontre comme ça serait à prioriser versus une rencontre avec une caisse ou une banque pour avoir un prêt, parce que les prêts et les bourses, bien, il n'y a pas d'intérêt. Donc, est-ce qu'on devrait plus rencontrer le conseiller de l'université avant d'aller dans une institution financière? Il y a différents outils qui sont disponibles, par exemple, sur le site de l'université. Donc, les étudiants peuvent, à ce moment-là, regarder les outils qui sont disponibles en ligne et communiquer avec leurs conseillers. Évidemment, les institutions financières offrent des conseils. Nous, on offre des conseils également pour accompagner l'étudiant dans son projet d'études. Mais pour tout ce qui s'appelle soutien, bourse de soutien, bourse d'excellence, nos conseillers, notre équipe de conseillers est là pour répondre à leurs questions. On a parlé de bourse, mais il y a une grosse partie de l'aide financière qui vient des prêts. Au moment de rembourser ces prêts-là, est-ce que vous savez c'est quoi les modalités de remboursement pour les étudiants? Oui, absolument. En fait, il y a des prêts disponibles pour les étudiants à temps complet, les étudiants et les étudiantes. Tout au long de leurs études, c'est le gouvernement qui assure le paiement des intérêts sur le prêt. Et à la suite d'une interruption temporaire des études, l'étudiant peut bénéficier d'un report de remboursement de leur dette d'études. Et si c'est à temps partiel, le gouvernement n'assume pas les intérêts, mais c'est vraiment la façon que ça fonctionne au niveau du programme public. Puis si je ne me trompe pas, on n'a pas besoin de rembourser notre prêt avant la fin de nos études et même qu'on peut attendre 6 mois après la fin de nos études, mais à ce moment-là, il y a eu des intérêts qui ont couru pendant les 6 derniers mois. Exactement. Bon. En terminant, est-ce que l'UQAR aimerait donner un petit message aux étudiants en cette rentrée scolaire? Absolument. On est très heureux de les revoir sur nos campus. Donc, on voit le sourire derrière les masques. Donc, on sent beaucoup d'enthousiasme de leur part de revenir sur nos campus. Et on souhaite vraiment que ce soit une belle année pour eux, leur souhaiter beaucoup de succès. Puis, l'UQAR, on est très fiers de les accompagner dans leur réussite académique. En effet, bonne rentrée à tous. Merci beaucoup, M. Teasdale, d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup, Mme Spear, de votre invitation. Au Québec, on entend souvent parler du taux marginal d'impôt alors qu'on devrait plutôt parler du taux effectif. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble en partant de la base. Au Québec, l'impôt sur le revenu fonctionne par palier, comme vous pouvez le voir ici.
Mais on va utiliser notre propre tableau pour que ça soit plus clair. Donc, notez que les chiffres sont fictifs, ce ne sont pas les vrais taux d'imposition, mais le principe, il reste le même. On peut donc voir que le taux marginal, c'est le taux auquel les derniers dollars gagnés sont imposés, et non pas tous nos dollars. Mise en situation. Si je gagne 60 000 $, mon taux marginal est de 30 %. Mais ce n'est pas tout mon revenu qui est imposé à 30 %. Dans cette situation-là, c'est seulement 9 000 $ de mon 60 000 qui l'est. Le reste, il est imposé à 10 % parce que de 0 à 50 000 font partie d'un autre palier d'imposition. Alors finalement, mon taux effectif, il est de combien? Il est de 13,33 %. Explication. 10 % de 50 000, 5 000 $. 30 % de 10 000, 3 000 $. Je paierai donc 8 000 $ d'impôt sur mon 60 000, c'est-à-dire 13,33 %. Et encore là, aucun crédit ou déduction ont été pris en compte dans mon calcul. Et selon la vraie table d'impôt des particuliers du Québec, le taux effectif, qui est également le taux moyen, a un maximum de 39,9 %. Alors, si quelqu'un dit qu'il paye 50 % d'impôt, c'est peut-être vrai, mais seulement sur une partie de son salaire, pas sur la totalité. Ceci dit, on a tous le droit à notre opinion sur l'impôt qu'on paye en tant que citoyen. Assurons-nous seulement d'avoir les bons chiffres en tête pour faire notre réflexion. On continue sur le thème de l'aide financière aux études avec Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Samuel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, je sais que la Fédération, vous n'avez pas seulement un mandat au niveau de l'aide financière aux études. Voudrais-tu me dresser le portrait de ce que vous faites? Oui, exactement. Donc, la Fédération étudiante collégiale du Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe 27 associations étudiantes pour un total d'environ 78 000 étudiants et étudiantes partout au Québec, de niveau collégial exclusivement. Notre rôle à nous, c'est de défendre et de promouvoir les intérêts et les droits de la population étudiante. On passe notamment là, par des intervenants politiques provinciaux, mais également fédéraux par moment. On peut penser, entre autres, aux élections fédérales là, qui viennent de se terminer là, récemment. Excellent. Puis si on retourne à notre sujet, l'aide financière aux études, est-ce qu'à ta connaissance, il y a beaucoup d'étudiants là, cégepiens qui font une demande d'aide financière aux études? Parce que c'est certain que les frais sont quand même beaucoup moindres que ceux de l'université. Exactement. Donc, l'aide financière aux études a pour objectif, oui, de couvrir les frais d'inscription aux établissements d'enseignement, mais il y a également tous les frais qui viennent autour du fait d'être un étudiant, un jeune qui va poursuivre des études collégiales. On peut penser à l'alimentation, à l'habitation, en fait, le logement, les frais de transport pour se rendre sur le campus. Mais par contre, on voit les demandes d'aide financière aux études qui sont moins grandes en raison du fait que l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a une difficulté de communication et de vulgarisation, surtout auprès du ministère de l'Enseignement supérieur en ce moment, face au programme d'aide financière aux études. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je t'ai invité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour promouvoir le fait de faire des demandes d'aide financière, même si on est au cégep? Oui, en fait, l'aide financière aux études, là, il ne faut pas penser que c'est lorsqu'on n'a absolument plus d'argent qu'on doit faire sa demande. C'est dès qu'on a besoin d'un coup de pouce ou dès qu'on s'enligne vers un horaire de travail un peu trop chargé pour vraiment donner son 100 % dans ses études. On peut penser au fait qu'un étudiant doit, justement, un peu comme je disais tantôt, fournir pour l'alimentation, l'habitation, etc. Et il ne faut pas attendre à la dernière minute pour vraiment faire sa demande et profiter du programme si on est admissible. Puis l'aide financière aux études, on a vu plus tôt dans une autre entrevue qu'il y en avait qui étaient données des fois par l'institution d'enseignement, mais il y a aussi l'aide financière du gouvernement. Oui. Au cégep, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un bureau d'aide financière pour chaque cégep et en plus, on peut faire une demande au gouvernement? Oui, je dirais que de la façon dont on le voit, nous, au niveau collégial, c'est surtout que les bureaux dans les établissements vont aider dans le processus. Okay. Il y a évidemment des bourses qui sont remises, par exemple, par les fondations des établissements également, mais pour ce qui est des prêts et bourses plus traditionnelles, le rôle est vraiment là, au niveau de l'établissement, de supporter l'étudiant qui fait sa demande. Et parallèlement, là, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est vraiment lui qui va transmettre les fonds à la population étudiante. OK, excellent. Donc, il ne faut pas s'attendre à recevoir l'argent nécessairement de notre institution, mais on peut aller la voir pour qu'elle nous aide dans le processus. Exactement. Puis, ça me faisait penser, quand tu parlais là, de choisir son institution d'enseignement, des fois, le fait que le cégep auquel on voudrait aller est peut-être un peu plus loin, on va se dire, finalement, je n'irai pas à cause que ça va être plus cher, je vais devoir me prendre un appartement, je vais devoir me prendre ci. Mais l'aide financière aux études, c'est là pour ça. C'est pas là
juste pour si on n'a pas d'argent. C'est aussi pour vous assurer d'avoir les études que vous voulez avoir. Oui, exactement. Puis on peut penser à des mesures au sein même du calcul de l'aide financière aux études qui vient pallier à ces enjeux comme ça. Je pense au fait notamment là, que lorsqu'une personne se délocalise pour ses études collégiales, il y a une espèce de bonification qui est réfléchie au sein du calcul en aide financière aux études qui vient penser à ces éléments-là du fait que une personne qui change de région administrative pour ses études doit se loger, doit se nourrir, doit se déplacer. Donc, il va avoir un montant bonifié d'aide, que ce soit prêt ou bourse. Là, ça sera à voir. Exactement. Bien, je terminerai là, en parlant du communiqué que vous avez mis sur votre site Internet le 13 juillet. Vous avez dit que la Fédération étudiante collégiale du Québec voit d'un bon œil la reconduction des investissements en aide financière aux études annoncée hier, le 12 juillet, par la ministre Mécan. Donc, c'est quoi la reconduction annoncée? Puis pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle là, à vos yeux? Dans le fond, ce qui s'est passé, là, c'est qu'avec la crise de la COVID-19, il y a des dépenses supplémentaires que les étudiants et les étudiantes doivent faire pour poursuivre leurs études. Le gouvernement fédéral a investi l'année dernière, même en 2019, dans son programme de prêts et bourses. Le Québec a son propre programme, donc il a reçu les fonds de la part du gouvernement fédéral et devait à son tour investir. Et justement, la même situation s'est présentée cette année par le biais du budget fédéral qui a été annoncé en avril 2020. Et là, nous, on s'est battu pour que cet argent-là se rende auprès des étudiants et des étudiantes. L'investissement, proprement dit, ce qu'il fait, c'est que c'est bonifier un petit peu le calcul des gens qui sont déjà admissibles à l'aide financière aux études. Là, on est présentement en attente à ce que les étapes administratives se rendent pour que la poche étudiante soit un peu bonifiée là, des suites de ces investissements-là. Oui, on parle de délai administratif. Est-ce que tu sais, ça prend combien de temps environ entre le moment où tu fais la demande et le moment où tu reçois l'argent de ton aide financière? Oui, je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse vraiment fixe à cette question-là, mais par contre, si je prends l'exemple des investissements qui ont eu lieu l'année dernière, justement en été, l'investissement a été annoncé aux alentours du mois d'août 2020 et c'est tombé dans la poche des étudiants en décembre 2020. Là. Donc, il y a toute la session d'automne qui s'est déroulée sans que les étudiants aient besoin d'argent, de l'argent qui a été investi de façon rétroactive pour répondre à des besoins qui étaient déjà passés. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là, je dirais. OK, donc on ne le sait pas, mais l'objectif, c'est que ça se rende le plus rapidement possible pour pas que des fois les étudiants aient à aller chercher de l'aide, des fois plus auprès de des prêts dans les banques ou dans les caisses, parce que là, il y a un taux d'intérêt, etc., etc. Exactement. Puis il y a surtout la question aussi du fait qu'un horaire de travail trop grand, donc par exemple, un étudiant qui se dit « je vais travailler plus, j'ai des besoins supplémentaires », la réponse n'est pas vraiment là si on veut garantir la réussite. On sait qu'après environ 15 heures de travail par semaine, il y a un impact des heures de travail sur la réussite d'un étudiant. Donc, c'est important, justement, là, de prioriser l'aide financière aux études à un horaire de travail qui est trop chargé. Je suis tout à fait d'accord. Bien, merci beaucoup, Samuel, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. C'était mon plaisir aussi. Dis-moi quelle est ton histoire avec l'argent et je te dirai à quoi ressemble ta relation avec l'argent. Celle-ci est influencée par plusieurs éléments de ton histoire personnelle et ça commence beaucoup plus tôt que tu ne peux te l'imaginer. En fait, ça va peut-être même te surprendre, mais ça commence bien avant ta naissance. Comment tes parents pensaient, comment ils se sentaient par rapport à l'argent a un impact sur ta propre relation avec l'argent. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau bébé les inquiétait? Est-ce qu'il était planifié ou était-ce un bébé surprise? Est-ce qu'ils se demandaient comment faire pour arriver financièrement avec une bouche de plus à nourrir? Ça t'étonne? Attends, c'est pas fini. Et là, ce ne sont que quelques questions que tu peux te poser. La liste est longue quand on se lance dans l'exploration des ancêtres pour découvrir leur relation avec l'argent. Celle-ci est influencée par toutes les croyances apprises et transmises par tes parents. Ces croyances se reflètent par la phrase qui était toujours répétée, soit par ton père ou par ta mère. Et cette phrase peut avoir été même répétée par ton grand-père, ton arrière-grand-père et ton arrière-arrière-grand-père. On dirait quasiment une chanson. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Je suis pas le bon capiton. L'argent, ça se gagne à sueur de son front. Fille, il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Dramatique, non? Est-ce que pour tes parents, l'argent devait se mériter en travaillant dur? Est-ce qu'ils parlaient en bien ou en mal des gens qui étaient riches? Est-ce que tu les voyais chicaner à propos de l'argent? Est-ce que tu sentais que tu pouvais facilement parler d'argent avec eux ou au contraire, est-ce que c'était un sujet totalement à éviter? Comme tu peux le voir, c'est fascinant de plonger dans ton histoire personnelle pour découvrir toutes les croyances que tu peux avoir par rapport à l'argent.
Il y a aussi tous les enseignants à l'école qui parlaient d'argent, les patrons que tu as pu avoir, les films que tu as regardés, la façon même dont la culture et la religion parlent d'argent. L'argent, c'est sale. L'argent, ça pue. L'argent, ça peut corrompre. Ici, au Québec, l'argent a un bagage teinté par nos origines et par la religion. C'est super intéressant de s'y plonger pour découvrir que finalement, nous devrions faire un grand ménage de toutes ces vieilles croyances qui sont désuètes, poussiéreuses et passées date. Ces croyances nous empêchent d'avoir une relation saine et harmonieuse avec l'argent. Finalement, et si l'argent était l'outil le plus puissant que tu possédais pour changer le monde, tu ferais quoi? On termine en beauté en recevant Pierre Touzel, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, et Alexa Beauregard, responsable des communications. Monsieur Touzel, Madame Beauregard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Marianne, mon Dieu. Merci, Marianne. Ça me fait plaisir. Vous savez, on se connaît depuis longtemps. En fait, parler d'argent, c'est pas stressant, part à la base de l'aide qu'on a reçue de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, qu'on appelle communément la CEE. Exactement. Est-ce que, Pierre, tu voudrais nous dire, tout simplement, c'est quoi la CEE? Bien, la CEE du Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui supporte un réseau de 60 clubs entrepreneurs étudiants au Québec. Et puis, notre mission principale, c'est vraiment le développement des jeunes de niveau postsecondaire. Et puis, nous, on préconise beaucoup les valeurs entrepreneuriales qui se trouvent être la confiance en soi, l'estime de soi, développer son leadership. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes à développer durant son parcours académique. Et tout ça par l'entremise de vivre l'expérience club entrepreneur étudiant. Puis l'expérience d'un club entrepreneur étudiant, en fait, c'est qu'un club entrepreneur du cégep ou de l'université peut faire partie de votre association. Puis là, à ce moment-là, ils reçoivent l'aide et le support. Oui, c'est ça, exactement. Nous, de la façon dont on fonctionne, c'est sûr que c'est pour les étudiants qui sont de niveau postsecondaire, que peu importe le programme, que ce soit en ingénierie, en tourisme, en administration, ils ont accès au réseau de l'ACE du Québec. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de n'importe quel programme parce que, pour avoir fait partie de l'ACE, je sais que c'était surtout les étudiants en gestion commerciale, en administration qui étaient portés à aller vers les clubs entrepreneurs étudiants. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de votre vision de l'entrepreneuriat puis pourquoi est-ce que ça touche tous les programmes? Bien, souvent, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va s'entourer de gens qui ont des compétences complémentaires aux siennes. C'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Nous, c'est ce qu'on préconise, c'est que développe ta confiance en soi, informe-toi, démystifie aussi c'est quoi être entrepreneur. Je pense que ça, c'est l'élément de base par rapport à ça. Et après ça, on dit, l'important, c'est d'être en mesure de pouvoir s'entourer des personnes complémentaires à soi. Puis souvent, une personne peut avoir une idée créatrice par rapport au démarrage d'une entreprise, mais elle n'a peut-être pas le réflexe de dire, OK, comment je vais aller chercher les ressources? Mais nous, en vivant l'expérience Club entrepreneur étudiant, c'est ça qu'on apporte. Puis avec le soutien aussi de l'organisation, avec des coordonnateurs terrain qui accompagnent nos clubs, on permet de vivre une belle expérience aux jeunes, puis de peut-être clarifier aussi son choix de carrière, son choix d'études aussi, en vivant l'expérience Club entrepreneur étudiant. Mais je pense qu'on comprend bien c'est quoi l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, mais maintenant, un club étudiant, c'est quoi? Quelle forme est-ce que ça prend? OK. Un club entrepreneur étudiant, habituellement, c'est 4 à 6 étudiants qui ont un intérêt, une curiosité par rapport à l'entrepreneuriat et qui décident de se réunir ensemble. Et chaque club entrepreneur étudiant établit sa mission, sa vision. Et on leur demande d'organiser au moins 2 activités entrepreneuriales dans leur parcours académique pour vraiment vivre l'expérience club. Et en même temps, ils sont supportés aussi par une personne ressource qui est à l'intérieur de l'établissement. Et puis, on fournit à ces étudiants-là plein d'outils aussi, que ce soit sur notre site web, comment démarrer un club, comment faire du recrutement. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de l'expérience. De faire Excellent. Donc, si je comprends bien, un jeune qui entre dans son cégep ou son université puis qui n'a pas de club entrepreneur, il peut décider d'en partir un en regroupant 4 à 6 personnes puis en allant voir sur votre site comment faire. Exactement. Ça peut être 4 à 6, ça peut être, on a des clubs de 10, de 15, de 20. Les clubs, ont tous des formes différentes, ils ont tous des structures différentes. On a les entreprises d'école, on a des clubs qui sont majoritairement des comités parascolaires qui sont soutenus par une personne ressource dans leurs établissements. Fait qu'il peut y avoir plein de formes, plein de façons de fonctionner, mais la base est quand même la même. C'est des étudiants, peu importe leur domaine, qui sont passionnés, puis qui veulent s'impliquer, qui veulent mener des projets, qui veulent tester des choses, puis qui vont s'impliquer dans ce comité-là pour réaliser des projets qui vont les mettre dans l'action, finalement, qui vont essayer des affaires. Excellent. Puis cette année, la CE fête ses 30 ans. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu, ça a été quoi, l'évolution de la CE dans ces 30 dernières années?
Bien, au niveau de l'évolution, il faut savoir qu'en 91, lors de la création de la CA du Québec, on comptait 5 clubs entrepreneurs étudiants. Puis là, tu m'as dit 60 Aujourd'hui, au début. on est à 60 OK. clubs entrepreneurs étudiants. Et moi, je suis arrivé à la CA en 2003. C'est moi qui étais responsable du développement des clubs entrepreneurs étudiants. Je couvrais les 4 coins du Québec. Et puis, depuis 2009, bien, j'ai pris la direction générale de l'organisation. Et là, j'ai mis en place une gestion participative. Je suis vraiment assidu à dire, bien, c'est important d'être à l'écoute. C'est quoi que les jeunes désirent par rapport à la CA? C'est quoi leurs attentes? Je me suis entouré d'une équipe qui ont le goût de faire la différence auprès des jeunes passionnés, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, le réseau rayonne dans 16 régions du Québec. Sinon, si on parle juste de la dernière année, comment les clubs ont vécu le confinement, la COVID-19? Je sais que vous faisiez beaucoup, justement, d'activités en présentiel. Est-ce que ça a continué de se développer ou ça l'a ralenti? Mais tu sais, évidemment, comme pas mal, plein de secteurs en entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, c'est sûr que ça a été une année complexe, on va dire comme ça. Il n'y a plus rien qui était pareil. Ici, on parle de jeunes qui sont habitués d'être à l'école, qui sont habitués d'être entourés, qui sont en comité, qui se retrouvaient tous dans leur salon parce que le postsecondaire a été arrêté pratiquement toute la pandémie. On se cachera pas, ça n'a pas été évident. Pour nous non plus, on était une petite équipe qui travaille tout le temps ensemble dans notre petit bureau et là, on s'est retrouvés à la maison. Donc, on a dû se réorganiser. Mais tu sais, on est en entrepreneuriat puis on est là pour dire aux jeunes, t'sais, soyez dans l'action, puis c'est vous qui avez le pouvoir de faire des choses. Fait qu'on a fait ce qu'on leur dit de faire. On s'est reviré de bord, on a organisé un paquet d'activités, on a tourné plein de choses en virtuel. On voulait que les jeunes sentent qu'ils ont encore ça, qu'ils avaient encore leur implication, qu'ils avaient encore la CE pour continuer d'avancer. Donc, oui, nous, on a organisé plein d'activités, on a fait participer plein de gens, même des non-membres de clubs pour essayer de les ouvrir à ça. On a eu un taux de participation vraiment exceptionnel, on a rejoint beaucoup plus de gens qu'à l'habitude. Nos clubs aussi, ils n'ont pas tous été actifs, mais la grande majorité, oui, la grande majorité ont innové, ont réinventé d'autres projets. Il y a plein d'autres trucs qui sont nés habituellement, peut-être plus dans les événements. Là, il y a plein de projets, entre autres des podcasts qui ont vu le jour, on sait, c'est quand même populaire. Les clubs se sont penchés là-dessus. Il y a du contenu super intéressant qui a été créé. Fait que non, on est vraiment fiers. Ils ont été super proactifs, super déterminés. Puis on espère juste que ça va continuer pour la prochaine année où là, il y a un petit retour à l'école en présentiel. C'est le fun. Mais honnêtement, on est étonnés et tellement fiers de ce qu'ils ont fait. C'est fou. Bien, vous en êtes pour beaucoup, là, je peux le dire, en tant qu'ancienne membre du club entrepreneur étudiant. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'encourage les téléspectateurs à aller voir les réseaux de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, ACE sur Instagram, ACE aussi sur Internet. Également, vous pouvez aller visiter les réseaux sociaux de Parler d'argent, c'est pas stressant. Sur Instagram, Parler d'argent, _, MATV. Sur Facebook, Parler d'argent, c'est pas stressant. Aussi simple que ça. Pierre, Alexa, merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir.